Bonjour à toutes et à tous. Alors, ici en présentiel à Paris ou connectés sur Teams, vous êtes plus d'une centaine ce matin déjà connectés. Vous étiez plus de 370 inscrits, ce qui nous démontre l'intérêt que vous portez au sujet qu'on va traiter ce matin. Alors, bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin et je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Sacha Desmaris, responsable du pôle conseiller numérique à la Banque des Territoires, pour ce temps d'échange que nous avons intitulé « Comment équiper 2 millions de Français avec du matériel informatique reconditionné ». Alors nous allons partager tout d'abord les résultats d'une étude qui a été menée par Sacha et son équipe sur la filière de reconditionnement du matériel informatique au service de l'inclusion numérique dans les territoires. Et puis nous partagerons des retours d'expérience. Alors c'est ce qu'on fait au quotidien, j'ai envie de dire, au Hub des Territoires depuis bientôt 4 ans. On partage, on échange ces retours d'expérience, on tente d'identifier ensemble les freins et les leviers pour mettre en œuvre des projets concrets dans les territoires. C'est un dispositif, le Hub des Territoires, qui incarne l'ambition écosystème de la Banque des Territoires. Ici, on se croise entre acteurs privés, acteurs publics. On travaille le contenu avec des partenaires externes. Et on échange sur l'ensemble des thématiques qui intéressent la Banque des Territoires, que ce soit sur le champ de la cohésion sociale ou sur le champ de la transition écologique. Alors, cette programmation variée, vous y avez tous accès. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Elle est mensuelle. Vous aurez accès à l'ensemble des informations relatives à la programmation. Je tiens à vous signaler déjà 2 événements. Le premier qui a lieu jeudi, qui est un événement de la série Inclusion numérique, plus spécifiquement sur la mesure d'impact des politiques publiques numériques. Et bien sûr, le 10 juin, l'anniversaire du Hub des Territoires sur le thème « Agir en collectif » pour mettre en œuvre des projets concrets dans les territoires. Ça sera une après-midi complète avec de nouveau des retours d'expérience, des temps d'inspiration avec des experts et un débat. Je voulais aussi vous signaler que l'ensemble de la programmation publique est filmée, enregistrée. Vous avez accès au replay de tous les événements qu'on a organisés ces dernières années. Tous les événements de la série Parlons Inclusion numérique sont disponibles sur la plateforme de la Banque des Territoires. Et voilà, le replay de cet événement sera disponible dans les prochains jours. Et puis, on avait organisé le 22 octobre dernier un événement sur la filière de reconditionnement. Vous avez aussi accès au replay sur la plateforme Banque des Territoires. Bon, voilà, sans plus tarder, je passe la main à Sacha qui va animer cette séquence et qui voulait vous dire 2 mots sur le contenu. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin au Hub des Territoires pour vous présenter nos travaux sur le reconditionnement informatique et la manière dont il peut permettre d'équiper des publics qui en ont besoin. L'accès au matériel informatique est encore un frein important aux usages numériques. On verra aussi que c'est un enjeu de développement économique pour les territoires avec une filière qui emploie des milliers de personnes partout en France. C'est aussi un levier de réduction de l'empreinte carbone du numérique. Donc on va en discuter pendant 1h30 avec plusieurs intervenants. On aura des temps aussi d'échange. Pour ceux qui sont à distance, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on les reprendra dans la salle. Dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Je vais laisser la parole à Erwan Fanja de l'ADEME pour introduire cette séquence. Et puis ensuite, on vous présentera les résultats de nos travaux. Est-ce que Erwan nous entend? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sacha pour m'avoir permis de prendre la parole dans cette matinée sur le reconditionnement. Ce qui s'appelle le service sobriété numérique. Et donc, ravi d'introduire cette matinée de présentation et notamment de l'étude qui a été réalisée sur le reconditionnement dans les territoires.
Alors pourquoi est-ce que pour l'ADEME, les questions de reconditionnement, elles sont importantes? Parce que d'abord, c'est un enjeu environnemental. Ça permet effectivement, d'une part, de décarboner tout le secteur du numérique, mais aussi de faire de l'économie circulaire et de réduire l'impact sur les ressources. Alors, quand on regarde l'impact environnemental du numérique, on a mené un certain nombre d'études sur ce sujet, notamment une étude ACV, donc analyse de cycle de vie, qu'on a menée avec l'ARCEP, qui est sortie en 2022 et qu'on vient de remettre à jour début janvier de cette année. Et l'impact environnemental du numérique représente en France 29,5 millions de tonnes équivalent GES, ce qui représente 4,4% de l'empreinte carbone nationale. Donc on est quand même sur des données qui sont loin d'être négligeables. 4,4%, c'est à peu près les émissions de carbone qui sont émises par l'ensemble du secteur des poids lourds en France. Et puis ça représente aussi 11% de la consommation électrique. Tout ça sans prise en compte de l'arrivée extrêmement forte de l'intelligence artificielle. Donc on est sur des trajectoires qui vont augmenter quand la plupart des autres secteurs économiques vont se décarboner dans les années à venir. C'est aussi un impact extrêmement fort sur les ressources métalliques, avec derrière des enjeux de souveraineté sur les métaux et une dépendance extrêmement forte à un pays comme la Chine. Et toute l'actualité avec l'Ukraine et le Groenland montre bah, l'importance de ces questions de souveraineté et de dépendance sur les métaux stratégiques qui sont utilisés dans le numérique. Et puis quand on regarde sur tout le cycle de vie du numérique, eh bien, donc surtout le cycle de vie, d'abord, il faut extraire notamment des métaux. Ensuite, il faut fabriquer les équipements. Ensuite, il faut les distribuer, puisque ce sont des équipements qui sont bien souvent fabriqués en Asie et consommés chez nous. Et puis ensuite, la phase d'usage. Et notamment la consommation électrique liée à la recharge ou à l'utilisation des équipements, et puis la phase de fin de vie. Et ben, quand on regarde toutes ces différentes phases, la phase de fabrication représente la plus grande part, notamment sur l'indicateur carbone. Et donc ça montre que la priorité des priorités dans les politiques qu'il faut mettre en place, c'est l'allongement de la durée d'usage des équipements. Et donc, l'allongement de la durée d'usage des équipements passe notamment par des politiques fortes en matière de réparation et aussi en matière de reconditionnement. Et donc, le reconditionnement a toute sa place et permet effectivement de décarboner une partie des émissions qui sont liées au numérique. On a mené aussi, il y a 2 ou 3 ans maintenant, une étude une étude ACV, donc analyse de cycle de vie, pour justement mesurer l'impact environnemental d'un ensemble de produits reconditionnés et notamment des smartphones et des ordinateurs portables. Et cette étude, elle montre que le marché du reconditionnement est de nature beaucoup plus vertueuse que le marché du neuf. On peut diviser jusqu'à un facteur 8 l'impact carbone en utilisant des produits reconditionnés, à la condition que ce produit ait eu une première vie importante, 3 ans pour un smartphone. Et l'étude montre aussi que l'impact est d'autant plus réduit si le reconditionnement a lieu en local et s'il est réalisé le plus tard possible dans la vie de l'équipement. Et donc l'enjeu de politique et de maillage territorial de reconditionnement fort sur le territoire permet aussi de décarboner
décarboner voilà, le numérique. Donc le développement de cette filière de reconditionnement sur l'ensemble du territoire est évidemment une priorité pour l'ADEME. Et donc on a un certain nombre de dispositifs de financement qui sont en place, notamment un dispositif qui s'appelait Econum, qui est un dispositif de financement France 2030. Et donc, un certain nombre de projets d'innovation dans le reconditionnement ont été financés via ce dispositif Econum. Et je pense notamment à Emmaüs Connect, qui a été lauréat dans la première phase de ce dispositif de financement. On a aussi un dispositif d'aide qui s'appelle un dispositif 3R, donc réemploi, réparation, reconditionnement, qui est disponible sur la plateforme Agir de l'ADEME avec des financements qui peuvent être réalisés pour des études, notamment des études de préfiguration ou de l'investissement dans le cadre de projets sur la mise en place de reconditionnement dans des territoires. Et puis on a aussi un AMI qui va se mettre en place, qui s'appelle Remanip, alors là qui est sur un sujet un peu différent de reconditionnement, qui est le sujet du remanufacturing. Et cet AMI est ouvert jusqu'à septembre et pourra faire l'objet aussi par la suite d'un appel à projet spécifique pour aller financer des projets de remanufacturing dans les territoires. Alors c'est également pour nous une priorité parce que ça favorise la transition juste et que il faut concilier d'une part la transition juste et d'autre part la sobriété numérique. Et c'est tout l'enjeu aussi de l'étude qui sera présentée juste après cette brève introduction. Et puis c'est enfin un enjeu de territoire parce que c'est un secteur en pleine croissance qui est source d'emplois et des emplois qui sont non délocalisables et qui sont concrets dans nos territoires. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'ADEME a participé à ce gros travail qui permet de mieux connaître et de mieux structurer la filière et aussi de développer l'inclusion numérique dans les territoires. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Sacha, je vais vous repasser la parole pour présenter l'étude qui a été menée. Merci beaucoup Erwan pour cette introduction qui montre bien les enjeux du reconditionnement sur l'environnement et aussi sur tous les autres aspects de politique publique que vous avez rappelés. J'accueille sur le plateau Grégoire Chevillat et Guillaume Crèche du cabinet EY qui nous ont accompagnés pour ces travaux qu'on va vous présenter. Avant de vous présenter les principaux chiffres, je voulais juste revenir quelques instants sur pourquoi on a voulu faire cette étude. On a encore une partie de la population qui n'est pas équipée ni d'un ordinateur ni d'un smartphone. C'est probablement un choix pour certains, mais même en 2025, on a encore une partie de la population qui ne l'est pas pour des raisons économiques. Et pour cette partie de la population, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter des opportunités offertes par le numérique, qu'ils ne peuvent pas répondre à des offres d'emploi en ligne, faire leurs démarches administratives, s'informer, etc. D'où l'objectif qui a été fixé dans la feuille de route France Numérique Ensemble, qui a été publiée en avril 2023, d'utiliser le reconditionnement comme une solution à l'inclusion numérique et de distribuer 2 millions d'appareils reconditionnés à des publics précaires. Outre le sujet de l'inclusion numérique, l'État, les acteurs publics locaux peuvent aussi appréhender le reconditionnement comme un outil de leur politique publique en matière de numérique responsable et de développement économique. C'est ce que Erwan Fanja rappelait très bien en introduction.
On verra aussi dans nos travaux que c'est une filière récente avec beaucoup d'acteurs, des initiatives qui ne sont pas forcément référencées, des sujets aussi assez techniques, des questions juridiques qui se posent, et au final un sujet qui n'est pas forcément toujours facile à appréhender pour les collectivités qui voudraient se lancer dans la mise en place de boucles locales. Donc pour savoir comment la Banque des Territoires pouvait accompagner ces initiatives, on a voulu faire un premier recensement des acteurs existants qui, il nous semblait, n'existaient pas à l'échelle nationale. On a déjà pas mal de recensements qui sont faits aux différentes échelles locales, mais on n'avait pas d'agrégat au niveau national. On a voulu faire aussi une analyse des modèles économiques des acteurs pour savoir réellement de quels ordres de grandeur on parle, de quel volume, de quel chiffre d'affaires. Le tout pour disposer d'une base de connaissances plus solide pour ensuite identifier les besoins de la filière et les actions qu'on peut mener ensemble avec l'État, avec les collectivités, pour accompagner la filière et atteindre les objectifs de France Numérique Ensemble. L'objectif de cette étude, on l'a vraiment conçu comme un outil à la disposition de tous les acteurs qui voudraient s'emparer du sujet. On a associé à nos travaux l'ADEME, mais aussi l'ANCT, la Direction générale des entreprises côté Bercy, le CIRMIET qui rassemble les reconditionneurs et tous les réseaux d'acteurs locaux de l'inclusion numérique, du reconditionnement. Donc on a vraiment essayé d'associer toutes les parties prenantes. On a fait, on le verra en méthodologie, on a fait beaucoup d'entretiens avec les acteurs. Et je laisse la main à Grégoire et à Guillaume pour vous présenter les résultats, notamment de l'enquête menée auprès de ces acteurs. Bonjour à tous, merci Sacha pour l'introduction. Effectivement, l'étude qu'on va vous présenter, les grands chiffres, et on vous laissera découvrir l'intégralité des éléments dans l'étude que vous découvrirez en ligne et aujourd'hui en papier pour ceux qui sont dans la salle. Cette étude, elle se base notamment sur une enquête qui a été diligentée auprès de structures de reconditionnement partout en France. Et peut-être un point de méthodologie préalable pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé, parce que en fait, cette filière de reconditionnement informatique, elle a la particularité de ne pas être facilement traçable dans la statistique nationale. C'est pas comme l'industrie textile ou l'industrie automobile où vous avez des référentiels, des codes NAF qui sont très identifiés sur lesquels on peut effectivement aller chercher l'ensemble de la population d'entreprises qui sont concernées par ces secteurs. Sur le reconditionnement informatique, voilà, c'est très éclaté avec beaucoup de codes NAF concernés et du coup on a dû construire un processus un petit peu sur mesure pour pouvoir identifier l'ensemble de ces acteurs pour derrière leur administrer une enquête qui nous permet aujourd'hui de vous restituer les résultats de cette étude. Mais pour constituer cette première base, ce recensement l'identification de l'ensemble des acteurs de la filière de reconditionnement informatique, on a mobilisé plusieurs leviers, et notamment un levier principal que sont nos relais locaux. Alors on les a appelés comme ça, mais on les remercie beaucoup. Ça recouvre une diversité de structures très importante qui vont des coordinateurs de conseillers numériques, des hubs territoriaux pour un numérique inclusif, l'ensemble des têtes de réseau dont tu as parlé, Sacha, et notamment les réseaux associatifs comme Emmaüs Connect. Et puis évidemment le CIRMIET, toutes les têtes de réseau, fédérations professionnelles qui connaissent le terrain, connaissent la filière, connaissent les acteurs de l'inclusion numérique, du reconditionnement sur leur territoire et qui nous ont permis de faire un premier recensement qu'on espère assez exhaustif. Évidemment, Sacha, tu l'as rappelé, c'est une ambition qu'on s'est donnée. Après, effectivement, l'exhaustivité, elle sera à atteindre dans les prochaines années avec une complétion de l'annuaire qu'on a pu commencer à identifier et qui figure en annexe au sein de l'étude. En tout cas, voilà une première étape de méthodologie assez importante et qui rend aussi cette étude un petit peu inédite sur le recensement des acteurs de la filière qui nous a permis derrière d'administrer ce questionnaire et de sortir du coup les résultats de l'étude qu'on vous présente aujourd'hui. Peut-être sur la page suivante. Alors, c'est toi qui as la main ? Ah voilà, parfait. Donc, qui dit recensement dit évidemment cartographie. On a ici à l'écran l'ensemble des ateliers
qui ont été recensés partout en France, sur la base de ce que j'évoquais en termes de méthodologie, hein, l'ensemble des structures qui nous ont été remontées par nos relais. Donc vous avez les logos ici à l'écran. On a également, comme le disait Sacha, procédé à un bon nombre d'entretiens pour pouvoir compléter cette identification, et puis une analyse documentaire assez fouillée qui nous a permis, in fine, de recenser 397 ateliers de reconditionnement en France. Donc vous avez ici à l'écran, qui sont portés par un peu moins de 350 structures associatives, entreprises de l'ESS. Et vous avez ici sur la carte qui est projetée, donc en bleu les ateliers comme je l'ai dit, et en rouge les relais qu'on a mobilisés partout en France pour nous aider à recenser et à dresser ce premier panorama de la filière de reconditionnement informatique en France. Un message pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui sont en ligne, hein, si vous représentez une structure du reconditionnement informatique, ou vous connaissez une structure qui n'apparaît pas ici sur la carte, alors c'est un peu compliqué de déceler les points, mais comme je le disais, vous avez en annexe du rapport qui sera publié un annuaire de l'ensemble des structures qui ont été recensées. Donc si vous voyez une structure que vous connaissez, enfin si vous connaissez une structure qui n'est pas dans l'annuaire ou que vous représentez une structure, n'hésitez pas à vous manifester. Et une adresse générique qui a été mise en place par la Banque des Territoires, inclusion.numérique@caisse-des-dépôts.fr. Donc n'hésitez pas à vous manifester pour compléter l'annuaire et voilà, parfaire encore ce recensement que nous avons initié. Comme vous le voyez, on couvre tout le territoire. Quasiment tous les départements aujourd'hui sont couverts par un point bleu. Donc c'est déjà un premier message qu'on peut sortir de cette étude, hein. L'ensemble du territoire est aujourd'hui couvert par une capacité de reconditionnement au niveau local, et donc avec toutes les implications que ça peut générer derrière, que tu as rappelé Sacha et qu'Arwan a rappelé, sur l'impact écologique, l'impact social, l'impact en termes d'emploi, d'inclusion, que ces ateliers de reconditionnement permettent partout en France. Dernier point, peut-être un peu plus quanti sur les grands chiffres de la filière tels qu'ils ressortent de notre étude. Guillaume, tout à l'heure, rentrera un peu plus dans le détail sur les grands chiffres de l'étude, mais vous donner un petit peu une vision un peu plus macro sur la filière. On estime aujourd'hui, grâce aux résultats et aux répondants à l'enquête qu'on a diligentée, à 4,3 millions d'appareils informatiques reconditionnés en France chaque année, qui s'éclatent entre 2,7 millions d'ordinateurs fixes et portables et 1,6 million de téléphones portables, qui nous donnent donc les 4,3 millions. Autre chiffre important à retenir, c'est que parmi l'ensemble des ventes de matériel informatique en France, ventes qui recouvrent à la fois le reconditionné et le neuf, on aurait 10% de matériel reconditionné en France sur ce total-là. Si on adopte maintenant peut-être un angle un peu plus politique public par rapport à l'inclusion numérique notamment et aux objectifs qui avaient été fixés par France Numérique Ensemble à l'époque, sur la période 2023-2027, l'objectif assumé c'était 2 millions de matériel informatique reconditionné mis à disposition de ménages les plus modestes en 5 ans, donc 2023-2027, 400 000 par an donc, en termes de cible. Et donc, on a cherché, via l'étude, à mesurer l'atteinte de cet objectif pour comprendre et puis mesurer le gap peut-être qui restait à combler pour atteindre cet objectif. On est à peu près à 250 000 aujourd'hui, on estime, d'ordinateurs fixes et portables qui sont reconditionnés à titre solidaire par an en France. Et donc, on a fondé cette estimation, pour vous donner un petit peu d'éléments de méthodologie, sur le taux de distribution solidaire déclaré par les répondants à l'enquête, c'est-à-dire... Je suis une entreprise qui reconditionne du matériel informatique, je reconditionne 100 matériels par an. Ils nous ont déclaré qu'ils reconditionnaient un certain nombre, un taux de matériel sur ces 100 à destination de publics précaires ou éloignés du numérique, et donc avec cette vocation solidaire qui avait été évoquée. Donc c'est sur ce taux-là qu'on s'est basé pour déterminer ce chiffre de 250 000 qui... montre qu'il y a une bonne partie du chemin qui a été faite sur l'objectif de 400 000, mais qu'il reste un petit peu de chemin à parcourir. Et puis c'est tout le but de l'étude aussi que de donner des éléments de levier, de recommandations, de préconisations pour atteindre cet objectif, et notamment au niveau local, via les collectivités, des boucles locales qui sont à mettre en place pour accroître ce nombre et atteindre in fine les objectifs fixés par France Numérique Ensemble.
Voilà pour un panorama un petit peu général. Je laisse la parole à Guillaume qui va vous présenter les grands chiffres tels qu'ils résultent de l'enquête. Et puis on est à vos dispositions évidemment pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on rentre dans le détail de ces structures, qu'on cherche à comprendre leurs caractéristiques, donc comme indiqué par Grégoire, on a 397 ateliers qui ont été recensés pour 340 structures. Ça veut dire qu'il y a des structures qui peuvent avoir plusieurs ateliers, mais on a plus de 90% des structures déjà qui sont mono-sites. Donc elles ont leur siège et leur atelier sur le même site. Si on regarde dans le détail de ces 340 structures, on a globalement une grosse moitié d'associations et une grosse moitié d'entreprises. En revanche, le volume de matériel reconditionné, il est majoritairement reconditionné par des entreprises. On est à 97% du volume de matériel reconditionné en France qui l'est par des entreprises. On reviendra plus tard ensuite sur la distribution solitaire, mais voilà, déjà ça montre que malgré cette répartition qui est à peu près équivalente entre le nombre de structures qu'on a recensées, en termes de matériel reconditionné, il y a vraiment une prédominance très forte des entreprises. Sur ces structures, ce qui est intéressant à regarder également, c'est que plus de la moitié d'entre elles ont moins de 5 ans. Ce qui veut dire que ce sont des structures qui sont jeunes, qui se sont lancées récemment. Donc elles ont répondu à un besoin de se structurer sur le territoire parce que on remarque qu'elles sont jeunes et donc on voit une vraie dynamique dans la constitution de ces entreprises et de ces associations aujourd'hui. C'est une filière qui finalement est en croissance et qui est assez jeune. Et quand on cherche à comprendre également le nombre de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, on a réussi à estimer qu'il y avait entre 5000 et 8000 ETP qui travailleraient dans la filière du reconditionnement informatique en France aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la base d'une extrapolation sur les données qu'on a recueillies au sein de l'enquête. Et on remarque des vraies différences, encore une fois, entre les associations et les entreprises. Les associations, elles s'appuient principalement sur des bénévoles et des contrats aidés, tandis que les entreprises, et notamment celles de l'ESS, on remarque que leur structure juridique, ce sont des entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes quand on regarde vraiment les caractéristiques vraiment des emplois de ces structures-là. Merci. Dans le détail, si on s'intéresse en premier lieu aux associations, le chiffre vraiment qu'il est important de retenir ici, c'est que parmi tout le matériel que les associations reconditionnent aujourd'hui en France, il y en a près de 3/4, 72%, qui est redistribué à titre solidaire. Donc à titre solidaire, ça veut dire soit que c'est un don, soit qu'il est vendu à un tarif bas, un tarif social. Donc ça, c'est très intéressant parce que on vous présentait juste avant le fait qu'il y avait une majorité du matériel qui était reconditionné en France par les entreprises. En revanche, si on regarde celui qui est redistribué à titre solidaire, c'est 72%, enfin les entreprises en tout cas à 72%, elles le font. Ensuite, ce qu'il est intéressant aussi de regarder, c'est qu'on a demandé à ces associations où est-ce qu'elles collectaient leur matériel et où est-ce qu'elles le distribuaient. Et il y en a 3/4 qui agissent à une échelle départementale. On verra la différence avec les entreprises juste ensuite, mais ça déjà, ça nous montre que ces associations, elles ont une activité et un impact qui est très local, qui se fait vraiment à l'échelle de leur département dans la grande majorité des cas. Ce qu'il était intéressant aussi de regarder, c'était de savoir si elles ne faisaient que du reconditionnement ou si le reconditionnement était une activité parmi d'autres, parmi l'ensemble de ce qu'elles pouvaient faire comme activité. Et ce qu'on remarque, c'est que pour la moitié des associations, cette activité de reconditionnement, elle représente moins de 20% de leur activité. Donc elles en font, mais elles font aussi d'autres choses à côté. Ça, c'est intéressant aussi pour la suite en comparaison avec les entreprises. En revanche, on leur a demandé quelles étaient également leurs difficultés, les freins qu'elles pouvaient rencontrer. Et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est qu'elles ont une productivité qui est beaucoup plus faible que celle des entreprises. Et c'est notamment dû à plusieurs difficultés qu'elles rencontrent, qui sont alors principalement la qualité du matériel qu'elles reçoivent. Elles collectent un matériel qui est un matériel que donc soit les entreprises, soit les particuliers n'ont pas pu revendre.
Et donc, c'est un matériel qui est en général de moins bonne qualité. Donc déjà, il y en a moins qui est exploitable. Ensuite, comme c'est un matériel de moins bonne qualité, il y a plus de travail à effectuer dessus pour mieux le reconditionner, pour pouvoir le réutiliser. Ça demande plus d'efforts de reconditionnement, ça demande également plus d'argent, que ce soit en termes de composants à racheter, de temps passé sur le matériel en tant que tel. Et puis, effectivement, comme elles le revendent soit à tarif solidaire, soit elles le donnent, elles ont une activité marchande qui est plus faible, donc moins de possibilités de réinvestir pour améliorer leur productivité. Donc ces éléments-là, ça montre qu'en fait, on a une productivité des associations qui va être plus faible que celle des entreprises. Et puis, un petit peu de manière logique, par rapport à cette activité marchande plus faible, les associations, elles nous ont déclaré qu'elles étaient dépendantes des financements publics pour leur fonctionnement. Il y en a plus de 2/3 qui font appel aujourd'hui aux subventions pour financer leur activité. Si on s'intéresse désormais aux entreprises qui ont répondu également à l'enquête, donc là, le chiffre à comparer, c'est le fait que sur tout le matériel qu'elles reconditionnent, il y en a 9% qui est reconditionné et distribué à titre solidaire. Donc c'est à mettre en comparaison avec le 72% des associations. Donc leur productivité, en revanche, elle est beaucoup plus élevée que celle des associations. Un ETP, on estime qu'il y reconditionne en moyenne de 900 à 1100 ordinateurs ou téléphones, contre environ 240 pour une structure associative. Donc ça découle des différents éléments que je vous ai présentés juste avant, le fait que le matériel est de moins bonne qualité, qu'il y a moins de réinvestissement pour améliorer la productivité de la structure, notamment, et que le matériel collecté est de meilleure qualité, puisque, c'est le point qui suit, elles utilisent le système du buyback pour se fournir en matériel reconditionné. Ça veut dire qu'elles rachètent à des entreprises ou à des particuliers du matériel. Donc là-dessus, ça permet d'avoir un gisement qui va être de meilleure qualité. Elles ont également une activité qui est beaucoup moins locale que celle des associations. Ça va nous intéresser notamment sur la suite, sur les boucles de reconditionnement dont on va commencer à vous parler. Mais sur la collecte du matériel, il y en a 1/3 qui nous indique qu'elles collectent du matériel partout en France. Donc là-dessus, encore une fois, ça vient appuyer le message qu'elles ont beaucoup plus de force de frappe pour aller chercher du matériel de meilleure qualité, puisqu'elles peuvent aller le chercher partout. Leur gisement est beaucoup plus important. Et puis sur la distribution, il y en a 28% qui nous déclarent également le distribuer partout en France. Et donc, de ces différents éléments présentés, si on compare avec le financement, elles sont beaucoup moins dépendantes des subventions. Donc là, on vous a indiqué également la différence entre les entreprises commerciales et les entreprises de l'ESS qui ont répondu à l'enquête. Mais comme vous pouvez le voir, de manière générale, elles sont beaucoup moins dépendantes des subventions publiques et beaucoup plus de leur autofinancement, puisque, encore une fois, elles ont la capacité d'avoir une activité marchande. L'idée, après vous avoir présenté ces différents chiffres, l'idée de cette étude, comme le disait Sacha, c'était de créer une étude qui certes présente un état des lieux de la filière à date, mais qui également puisse inspirer les lecteurs, donc acteurs locaux, collectivités, acteurs nationaux également bien sûr. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'était de mettre en avant des initiatives. Donc vous en avez 6 qui sont répertoriées au sein de l'étude, des initiatives inspirantes. Le point commun entre toutes ces initiatives que vous voyez à l'écran, toutes ces boucles locales, c'est qu'elles ont toutes démarré sur des expérimentations. Toutes ont commencé par l'idée, une envie d'aller sur la création d'une boucle locale de reconditionnement. Alors, pour des raisons différentes, pour des raisons d'équipement des publics précaires, pour des raisons écologiques de reconditionnement de leur matériel, pour des raisons économiques de création d'emplois, mais toutes s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre pour une raison qui leur tient plus ou moins à cœur, pour lancer cette boucle locale. Donc, vous en avez 6 qui sont répertoriés au sein de l'étude, que vous avez donc présenté ici, donc le Sicoval, l'agglomération du sud-est de Toulousain, Ordi Grand Ouest, qui est une fédération d'acteurs à l'échelle de la région Bretagne, une initiative commune entre le département du Lot-et-Garonne et l'association Transnumérique,
Une initiative de l'Eurométropole de Strasbourg, une initiative de l'EPT Pleine Commune avec Emmaüs Connect, et enfin une initiative de la Banque du Numérique au niveau du département des Alpes-Maritimes. Pour chacune de ces initiatives, comme je vous le disais, le but c'était vraiment d'inspirer, de pousser à l'action les collectivités et les acteurs locaux. On vous présente différents points. On vous présente la jeunesse du projet, donc ce que je vous disais sur le fait que c'était souvent des expérimentations. Les acteurs qui ont été impliqués, alors les acteurs ça va être l'acteur public, le reconditionneur, les publics qui sont bénéficiaires in fine, et puis également les acteurs qui vont former les personnes qui vont bénéficier du matériel à leur usage, parce que c'est une brique également très importante. Les bonnes pratiques, donc là l'idée c'est vraiment l'inspiration, c'est-à-dire que le lecteur, l'objectif c'est qu'il puisse vraiment se dire moi j'avais le même problème, en face cette solution a été trouvée par telle boucle locale, peut-être que ça peut marcher sur mon territoire, et on vous a d'ailleurs mis les contacts à chaque fois des personnes référentes de ces différentes boucles pour que vous puissiez leur poser les questions sur la situation en tant que telle, la mise en œuvre de leur solution. Également l'aspect modèle économique, puisqu'il est crucial, on en est conscient, et les perspectives sur ces boucles-là, qui soit sont toujours en cours, parce que ce n'est pas toujours des modèles qui sont pleinement aboutis, c'était l'objectif aussi de vous mettre des choses très réelles, concrètes, et d'autres qui ont réussi également à passer à l'échelle. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas de modèle unique sur ces boucles locales, que vous puissiez vous en inspirer et que ça vous amène également à passer à l'action par la suite. Oui, c'est important ce que tu dis, Guillaume, sur le fait qu'on a vraiment voulu montrer qu'effectivement, il n'y avait pas de modèle unique, ni dans le montage juridique, ni dans les sources de financement, ni dans les volumes traités, et que vraiment chacun peut y trouver son compte selon ses ambitions. Juste pour compléter, parce que c'est un point qui est important pour nous à la Banque des Territoires quand on traite le sujet de l'inclusion numérique, le point commun, enfin 2 points communs quand même de toutes ces boucles locales, c'est l'importance du portage politique. Ces boucles locales, elles ont marché parce qu'il y avait un portage politique fort à l'échelle locale, et que c'était une politique inscrite dans des feuilles de route, que ce soit une feuille de route numérique responsable ou inclusion numérique ou développement économique. Et puis le deuxième point commun aussi qui est très important, c'est que pour toutes ces boucles locales identifiées, à chaque fois qu'ils ont distribué un ordinateur ou un téléphone à un bénéficiaire, ce bénéficiaire est aussi accompagné derrière avec soit sur de la prise en main de matériel, soit sur des formations de plus longue durée. Mais c'est toujours la distribution de ce matériel est vraiment toujours couplée d'un accompagnement derrière. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel ils ont tous insisté et auquel on croit. On a essayé ici de faire une synthèse des constats de nos travaux en regardant ce qui, d'une part, peut être considéré comme des atouts pour la filière et les éléments sur lesquels il faudra capitaliser par la suite. Vous l'avez bien montré, c'est une filière qui compte déjà beaucoup d'acteurs existants partout sur le territoire. Donc on n'est pas sur une filière où on a besoin de créer de nouveaux acteurs. On a aussi des politiques publiques assez fortes et qui peuvent servir d'opportunité. On a France Numérique Ensemble, on a eu un cadre réglementaire aussi mis en place récemment avec les lois AGEC et les lois Rennes, désolé pour les acronymes, qui fixe un cadre qui est censé pousser vers le développement de la filière. Un point qui est très important aussi, c'est le savoir-faire des entreprises. Tout ce qu'on retient de nos entretiens, c'est qu'il y a une vraie filière qui s'est mise en place avec la création d'emplois qui sont qualifiés, des salariés et même des bénévoles qui sont formés, un titre professionnel qui a été mis en place aussi récemment. Un autre point important aussi sur lequel il faut capitaliser, c'est la demande qui est croissante. On voit une appétence de plus en plus forte des consommateurs pour le reconditionner, qui sont de plus en plus sensibles souvent à l'aspect écologique, mais aussi à l'aspect prix. C'est aussi un point très important quand on parle de filière économique.
Sur la partie droite, vous avez les points qui sont encore un peu plus compliqués et avec lesquels il faudra soit composer, soit sur lesquels il faut qu'on porte notre attention dans les réflexions à venir. Vous l'avez bien rappelé, on a un sujet de modèles économiques qui sont encore compliqués, avec des marges qui sont faibles, des achats de matériel collecté qui coûtent cher, des pièces détachées qui coûtent cher aussi, et des consommateurs qui sont sensibles à l'argument du prix. On a aussi un sujet de gisement. On se dit qu'il y a plein d'ordinateurs et de téléphones disponibles en France, mais la concurrence est encore assez forte sur les gisements. On espère que c'est parce que les potentiels donateurs sont encore pas assez sensibilisés, qu'ils n'ont pas toujours connaissance du fait qu'ils peuvent faire réutiliser leur matériel. Donc on se dit qu'il y a un levier sur la question des gisements et de voir comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à ce gisement, renforcer la sensibilisation pour que les donateurs le fassent de manière plus systématique. On en a aussi, enfin, je l'ai dit à l'inverse, mais le portage politique est très important pour que ça fonctionne. Donc, il est très hétérogène selon les territoires. Donc, c'est un point qui est encore à travailler. Et puis, dans les autres points de faiblesse qu'on a identifiés, en miroir de l'appétence des consommateurs, on a encore quand même un manque de confiance dans la qualité des matériels qui sont distribués. Alors quand sur la filière marchande, sur les téléphones et ordinateurs qu'ils vont racheter via les filières classiques, et puis même pour les publics qui ne sont pas équipés, les associations nous font remonter que c'est compliqué pour une personne qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas toujours envie d'avoir un vieux modèle. Et au-delà de l'envie ou non, c'est aussi compliqué d'installer des logiciels récents sur des vieux modèles. Et en fait, équipé avec un vieux modèle, ça peut être aussi source de difficultés supplémentaires pour le bénéficiaire qui va le recevoir. Donc je le fais de manière très synthétique, mais vous retrouvez ces points-là beaucoup plus détaillés au sein de l'étude. Et puis, ça nous permet d'identifier 3 principaux axes de levier d'action qu'on a essayé de cartographier selon là où ils se positionnent sur la chaîne de valeur. Sur la partie collecte, donc pour nous, le principal enjeu, c'est de faciliter l'accès des reconditionneurs à des gisements de qualité, en sensibilisant mieux et en rassurant les donateurs, en favorisant aussi peut-être des partenariats entre les donateurs et les reconditionneurs. On est vraiment convaincus que s'il y a plus de matériel collecté, y compris pour la filière marchande et économique, on peut avoir une partie de ce matériel collecté fléché vers les acteurs associatifs et que ça peut être un gagnant-gagnant pour toute la filière, que ce soit pour la partie marchande ou pour la partie solidaire. On en a un peu parlé, mais il y a aussi maintenant des leviers de commande publique qui peuvent aussi être un point d'entrée pour les collectivités qui voudraient se lancer. Et puis, ce qui nous a été remonté aussi, c'est améliorer les modalités de collecte, notamment avec les dons de particuliers, où on voit que le matériel se dégrade après avoir été collecté parce qu'on n'a pas les moyens de les stocker dans des conditions correctes. Mais ce qu'on tend à privilégier, c'est quand même la collecte auprès d'entreprises ou d'institutions publiques, d'ailleurs, pour avoir des matériels... du volume plus important, du matériel de meilleure qualité et du matériel homogène aussi pour faciliter le travail des reconditionneurs. Sur la chaîne de production,
ce qui nous semble important dans les réflexions qui viendront sur ce sujet, c'est d'encourager la mutualisation et l'optimisation des ressources à partir du moment où les sources de financement sont pas infinies et que les modèles économiques sont compliqués. Et ça, l'exemple de Ordi Grand Ouest est vraiment intéressant, hein. Ce sont ces reconditionneurs en Bretagne qui se sont regroupés pour mutualiser notamment leurs outils, leurs machines, leurs ateliers, mais aussi pour aller chercher des sources de financement en commun et notamment des fonds européens, ce que chacun individuellement, il n'aurait pas pu faire. Donc on pense vraiment que ça a de la valeur. On a aussi identifié un sujet sur la formation professionnelle qui est en train de se mettre en route. Il y a peut-être quelque chose à faire pour accélérer le développement du titre professionnel et puis aussi peut-être que le tissu associatif et notamment les bénévoles puissent aussi bénéficier des formations qui sont mises en place par les entreprises pour leurs salariés. Et sur la distribution, là aussi, les acteurs existent et c'est pas la peine de recréer des acteurs. Il faut capitaliser sur les réseaux locaux existants, notamment tous les réseaux d'inclusion numérique, les conseillers numériques, les coordinateurs, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont aussi là pour ça. Pour fluidifier cette coordination, les gros réseaux associatifs aussi. Et puis, le point qui est commun à toutes les politiques publiques, c'est de continuer à développer des indicateurs d'impact et d'évaluation pour montrer que ça fonctionne et encourager et pouvoir objectiver tout ce qui a été fait sur le terrain. Voilà, c'était peut-être à la fois un peu long mais rapide par rapport à tout ce qu'on a développé dans l'étude. Je vous invite à aller la consulter. Elle est en ligne depuis ce matin sur le site de la Banque des Territoires. On peut peut-être prendre 5 minutes si vous avez des questions ou des réactions sur les résultats qu'on vous a présentés. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Et oui, je vois plusieurs questions dans la salle. Alors oui, dans le chat, il y a plusieurs questions. La première, c'est comment concilier le reconditionnement des équipements et le coût du matériel acquis. Nous savons sur le terrain que le coût du matériel reconditionné peut être plus coûteux ou au même prix que le matériel neuf. Ça, c'est la première question. Et est-ce que les feuilles de route inclusion numérique des différentes structures porteuses vont être disponibles sur la plateforme commune ? Comment on réconcilie les modèles économiques ? C'est ce qu'on a essayé de montrer. On sait que les marges sont compliquées. Et la réponse qu'on essaye de pousser, c'est vraiment cette mutualisation des ressources, que ce soit les ressources humaines ou les outils, les machines, et de rassembler les forces pour organiser, que ce soit pour organiser le lobbying, mutualiser les ateliers et aller chercher des sources de financement plus importantes. C'est probablement une réponse incomplète, mais en tout cas, c'est celle à laquelle on croit après avoir produit ces travaux. Et la deuxième question, c'était c'est où est-ce qu'on pourra retrouver les feuilles de route France Numérique Ensemble des territoires et où est-ce qu'on pourra les retrouver ? Alors, elles sont disponibles au fil de l'eau sur le site de l'ANCT, qui est un site dédié France Numérique Ensemble, où vous pouvez retrouver en département par département, c'est assez bien fait, les besoins qui ont été exprimés, qui fait partie de la gouvernance et les priorités pour chaque feuille de route à l'échelle départementale. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Oui. Déjà, merci pour cette étude. Au niveau de la collecte, est-ce que vous avez pu échanger avec le système de la REP et donc des éco-organismes, le système de CIFREP, de la DSREP, et du coup voir quelles sont finalement les masses qui sont disponibles, les taux de réemploi qui sont aujourd'hui dans cette filière, malgré le fait qu'en CIFREP, on leur oblige à faire certains taux de réemploi. Comment ces acteurs-là, finalement, vont être un grand partenaire du monde associatif et comment le monde associatif peut aussi se retrouver mal quand cet acteur-là les lâche. Je pense notamment à Envie dans l'Ouest. Et du coup, est-ce que vous avez aussi vu pendant votre étude s'il y avait une certaine pression de la part des recycleurs
qui est un monde assez différent du reconditionnement. Mais en tout cas, nous, acteurs, plutôt, on est acteurs entreprises, mais que ce soit du point de vue des associations ou entreprises, on voit une certaine pression. Et au niveau de la collecte, on voit que les éco-organismes, aujourd'hui, sont en dessous des 5% de réemploi qui leur sont imposés. Est-ce que vous avez pu travailler sur ça de votre côté ? Alors oui, on a interrogé les éco-organismes. Vous avez un passage dans l'étude, la page 56 pour ceux qui l'ont devant eux, sur les éco-organismes. Effectivement, on les a interrogés sur ce sujet. Le sujet qu'ils nous ont présenté, c'était déjà que la plupart du matériel qu'ils collectaient, en fait, était beaucoup plus âgé que ce qu'ils attendaient. Et donc, il était difficile à reconditionner. Déjà, il y a une énorme part du matériel qu'ils collectent qui n'est pas reconditionnable et donc qu'ils ne peuvent pas remettre ensuite dans le système en fait, de reconditionnement. En revanche, effectivement, ils sont bien conscients des obligations et des possibilités, des opportunités là-dessus. Ils sont en phase avec ce que vous dites sur le fait qu'il y a encore des efforts à faire sur ce sujet. Eux, leur vrai sujet aujourd'hui, et c'est un sujet qui est général de toute manière au recyclage, c'est qu'en fait, on a une hiérarchie aujourd'hui dans les déchets, et la première étape de cette hiérarchie, c'est le réemploi. Avant de recycler, de jeter ou autre, la première étape, c'est le réemploi. Et ça, donc au-delà du fait qu'eux vont faire tous les efforts possibles pour activer ce levier-là, de manière générale, en fait, c'est compliqué aujourd'hui d'aller dans la ressourcerie la plus proche de chez soi et d'aller poser le matériel qui est potentiellement reconditionnable, et ça, on n'en est pas sûr, pour qu'il soit réemployé par la suite. Donc, pour résumer, en fait, les éco-organismes, ils ont un rôle à jouer, ils en sont conscients, ils font les efforts là-dessus, et il faut encore qu'il y ait vraiment des grands efforts qui soient faits pour justement atteindre ce seuil des 5%, complètement. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. On a vraiment identifié le sujet le fait que les filières REP sont aujourd'hui plus organisées autour du recyclage que du reconditionnement. Et effectivement, on aimerait bien que les fonds qui sont réinjectés dans cette filière soient un peu mieux fléchés vers le reconditionnement. Ça fait partie des sujets de réflexion qu'on aimerait bien travailler dans les prochains mois. Bonjour, excusez-moi, je me permets, je suis président de la Fédération. Donc, je suis président de la Fédération nationale Ordi 3. Donc, Ordi 3, ça commence d'Ordi 2, juste pour des souvenirs pour certains. C'était 1 euro pour les étudiants. Donc, ça, c'était un outil de l'État, tout à fait, avec le label Ordi 3. Et donc là, justement, nous, on les rencontre demain. Donc, j'interviens pour répondre. Donc, l'objectif, justement, c'est de travailler parce que, comme vous l'avez dit, on a les associations, mais on a aussi les entreprises de l'ESS. Et c'est pour ça que ça aurait été intéressant de dire aussi le pourcentage entre les entreprises ESS commerciale, voilà, faire cette petite différence-là parce qu'on ne la voit pas assez dans l'étude, et c'est là où on verra que le réseau Ordi 3 en fait représente une grande majorité derrière des acteurs du réemploi à tous les niveaux. Et donc justement on travaille avec eux parce qu'il y a cette lacune. Donc voilà, n'hésitez pas, on a des fédérations, il y a le CIRMIET sur lesquels on travaille en collaboration tous ensemble. Voilà. Donc venez vers nous parce qu'on est en train de travailler ensemble, parce que justement ils ont des difficultés à collecter les informations de ces petites structures, et c'est là où on va pouvoir fédérer, amener des outils, de leviers, pour ajouter un complément. J'ai rendez-vous demain, donc voilà. Bonjour à tous. Alors moi je représente Emmaüs Connect. Et alors je partage la remarque qui a été faite sur la distinction entre entreprises marchandes et ESS. Alors il n'y a pas que Ordi 3, il y a plein d'autres acteurs de l'ESS qui représentent aussi une grande partie du matériel reconditionné. Moi je serais intéressé justement de savoir sur les 9% de redistribution solidaire faite par les entreprises, combien par l'ESS par rapport au secteur marchand. L'ESS, c'est aussi des équipements qui sont reconditionnés en local, souvent dans des structures d'insertion, donc qui créent de l'emploi, ce qui n'est pas forcément le cas du reste du réseau du reconditionné. Alors, ils répondent aux enjeux écologiques, mais ils ne répondent pas forcément autant, en tout cas aux enjeux sociaux.
Nous, on est assez étonnés aussi de ce chiffre de 250 000 équipements solidaires déjà distribués. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner les critères? Ça veut dire quoi, solidaire? Peut-être qu'on ne met pas tous la même chose derrière, ou alors qu'on met peut-être tous la même chose derrière. Dans ce cas-là, c'est une très bonne surprise de voir qu'on a beaucoup plus avancé que ce qu'on pourrait croire. Et ensuite, je voulais rajouter un levier que vous avez commencé à gratter sur la collecte, c'est de rappeler que les collectivités, que tous les acteurs publics peuvent, depuis 2022, donner leurs équipements informatiques à des associations d'inclusion numérique qui le redistribuent à des personnes en situation de précarité. Donc on parle de commande publique, mais je crois qu'il y a un levier qui est aujourd'hui pas encore assez utilisé, qui est de juste se dire arrêtons parfois de passer par des marchés pour les ordinateurs qui sortent de nos parcs et acceptons d'en donner une partie à des structures associatives qui vont parfois, et c'est notre cas chez MES Connect, le faire reconditionner avec des entreprises de l'ESS. Donc vous aurez toute la qualité professionnelle là-dedans avant de le redistribuer à des personnes précaires. Donc ça, je crois que c'est un levier qui n'est pas assez connu et qu'il faut mettre en avant. Merci. Pour répondre à votre question de méthodologie sur ce qu'on entend par le solidaire, et ça répondra à plusieurs de vos questions, on a bien parlé on ne parle pas de reconditionnement solidaire, enfin, peut-être par abus de langage dans cette présentation, mais dans l'étude, on parle bien de distribution solidaire. Nous, notre angle, notre approche, on travaille sur les sujets d'inclusion numérique, donc distribution solidaire pour nous, ça veut dire distribuer gratuitement à des bénéficiaires ou à des prix très bas, en deçà des prix du marché. Ce qui veut pas, mais on a bien en tête la partie reconditionnement solidaire au sens création d'emplois locales, création d'emplois aidés, recours à l'insertion par l'activité économique, qu'on ne néglige pas et qu'on traite un peu plus en détail dans l'étude. Mais effectivement, là, on parle bien de distribution solidaire au sens équiper des publics précaires. On va peut-être continuer avec nos intervenants. Je vois que le temps passe. Alors, on avait prévu une intervention de Jean-Michel Michalak, qui est conseiller régional dans les Hauts-de-France et vice-président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, dans le département du Nord, pour représenter l'association Les Interconnectés, mais qui est coincé dans le train. La gare du Nord est fermée depuis ce matin, donc il a atterri à Arras, ce qui est un peu compliqué du coup pour le faire intervenir ce matin. Mais sa collaboratrice, qui est connectée à distance, a accepté de prendre le relais un peu à la volée. Donc si elle est là, je lui passe la parole. Nadia Ramani. Bonjour à tous. Donc oui, j'excuse mon élu qui est vraiment bloqué sur Arras. Donc je suis en charge du numérique dans la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Et donc on a développé cette filière locale. Alors je vais faire peut-être un petit rappel de quelques chiffres clés. On est un territoire qui approche les 160 000 habitants. On est 47 communes, principalement des communes rurales, avec un taux de pauvreté quand même assez élevé qui est de plus de 23%. Je dirais même que notre territoire, 50% est dans le seuil de pauvreté, déjà en quartier politique de la ville, donc c'est important. Un taux de chômage élevé avec près de 18%, et le taux d'électronisme qui est aussi également important et qui reflète un peu ce qu'on a aussi au niveau régional. Juste aussi pour informer qu'on a quand même une politique de médiation numérique, d'inclusion numérique assez forte à la communauté d'agglo, d'où un portage politique fort, puisque j'ai entendu ce qui a été dit précédemment. Voilà, M. Michalak est présent. On a vraiment une délégation qui gère le sujet du numérique. Donc ça aussi, c'est un atout pour notre territoire. Alors pourquoi on a souhaité également mettre en place cette filière? C'était aussi pour la réduction des déchets. On a aussi une stratégie numérique responsable. On a aussi un PCAET. Ensuite, on a souhaité aussi favoriser le volet inclusion numérique, donc en proposant du matériel reconditionné ou voire même, alors je l'ai entendu, à des tarifs solidaires ou gratuits. Donc non, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, on fait du don mais gratuit. Et également, c'est aussi créer de l'emploi local.
Et donc, ce que je vous disais aussi, nos publics cibles, hein, c'est bien les personnes en quartier politique de la ville et les autres, en fait, le reste de notre territoire. Il y a quand même une genèse dans ce projet, c'est que tout a commencé quand même suite au Covid, lors de la crise sanitaire de 2020, où on a été confronté avec des familles qui étaient dépourvues de matériel informatique, où le suivi des enfants, par exemple par l'espace numérique de travail, était un peu très compliqué. Donc, on s'est rapproché des centres sociaux de nos territoires qui avaient aussi la volonté de répondre à ce problème. Donc, on a souhaité expérimenter. Donc, la communauté d'agglo a fait un don de matériel informatique. Et de là, avec les centres sociaux du territoire, il y a eu une première expérimentation de remettre en état des équipements et de faire une redistribution de masse durant l'été 2021 à des familles qui en avaient vraiment besoin et sur les quartiers prioritaires. Donc ça a été un travail qui a été fait en collaboration avec les chefs de projet politiques de la ville qui, eux, ont pu identifier ces familles. Et parallèlement, on avait aussi au niveau régional le lancement des passes numériques, donc qu'on a pu également bénéficier et où les personnes ont dû se former, en tout cas avoir une aide avant d'être équipées. Donc quand on parle de l'accompagnement, c'est aussi un enjeu fort. Et donc tout ça nous a amené à comprendre qu'il y avait un vrai enjeu sur notre territoire et qu'il fallait absolument profiter de cette expérimentation et de la mettre en place sur le territoire. Donc, on s'est appuyé en 2022 lors de l'installation de notre pôle territorial de coopération économique, donc un PTCE, et on s'est appuyé de ce PTCE, désolé, et on a mis en place donc cette filière sur notre territoire, donc un groupe qui s'est composé de Emmaüs Connect qu'on a été les chercher en 2022, donc que je remercie fortement parce qu'ils nous ont bien aidés sur la mise en œuvre de cette filière. On a identifié un reconditionneur local qui était Atis, une association qui travaille sur l'insertion, et social, donc l'ESS. Et ensemble, on a essayé de faire ensemble cette boucle locale. Donc la communauté d'agglo en 2024 a redonné tout son équipement, puisque après le Covid, on est tous passés au PC portable. Donc tous nos PC durs ont été donnés à l'association et quelques PC portables pour Emmaüs Connect. Voilà, il y avait quand même, on devait différencier entre le fixe et le portable. Et donc, suite à ce don, on a pu travailler sur si vraiment Atis cocher toutes les cases avec Emmaüs Connect. Et donc, on a expérimenté en hiver 2024 avec un groupe de personnes en insertion où on a pu leur donner cet équipement avec bien sûr des critères. Et l'agglo les a aussi accompagnés puisqu'on a quand même 2 médiateurs numériques. Donc, les médiateurs ont pu accompagner ces publics. Et aujourd'hui, donc dans cette boucle, on souhaite vraiment accompagner. Alors, l'accompagnement pour nous est facteur clé. Donc aujourd'hui, par exemple, le 4 juillet, on va avoir aussi une distribution de masse pour une trentaine de familles. Et comment aussi on peut financer ces PC, qu'on puisse les donner gratuitement. Ça a été aussi d'aller chercher des subventions, répondre. Atis a pu répondre à la politique de la ville par un dossier dans le programme 2025. Donc, il y a 40 familles qui pourront être équipées. Et également, Atis a été accompagné et a répondu à la Fondation des Lumières qui lui permet aussi d'avoir une subvention pour, on va dire, les autres familles du territoire. Donc, on a 80 familles qui vont être équipées gratuitement cette année. Et pour le reste, on a aussi des relais sur notre territoire, des relais dans des centres sociaux où les publics peuvent bénéficier d'équipements à tarif solidaire.
Et tout ça, on a également une cartographie en ligne avec tous nos lieux de médiation numérique, et on peut retrouver ces relais pour que les gens puissent aller bénéficier, en tout cas peuvent aller se rendre dans un lieu, bénéficier de l'équipement et avoir un accompagnement. Voilà. Et peut-être une chose à préciser, c'est qu'on a un réseau de partenaires d'inclusion numérique, et en fait, c'est à partir de ce réseau qu'on va pouvoir identifier les familles à équiper. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Nadia Ramani pour ce témoignage très concret de ce qui a été mis en place dans votre communauté d'agglomération, où on voit bien les raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Et puis merci d'avoir rappelé que vous l'associez bien derrière à de la formation et à de l'accompagnement. Je voudrais maintenant passer la parole à Sébastien Reynaud, qui est directeur général de Recycléa, qui est une entreprise de reconditionnement à Montluçon, dans l'Allier. Donc on n'a pas pris le risque de vous faire venir, comme c'est déjà compliqué de venir de Lille, on s'est dit que de Montluçon, ce serait encore pire. Donc vous êtes à distance, est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien, est-ce que vous m'entendez aussi ? Oui, très bien. Et bien, on vous laisse la parole. Vous représentez notamment le CIRMIET dont on a parlé tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, je ne vous parlerai pas de Recycléa aujourd'hui, je vous parlerai du CIRMIET, puisque je suis vice-président du CIRMIET, le syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms, qu'on appelle plus communément le syndicat des reconditionneurs. Je voulais déjà remercier la Banque des Territoires pour cette étude que je trouve assez complète, même si, bien sûr, on peut toujours y voir des axes d'amélioration, mais au moins, elle vient planter un peu le décor d'un secteur qui est, vous l'avez rappelé dans les propos introductifs, qui est encore assez jeune et qui a vraiment besoin de se structurer. Donc je pense que c'est aussi un des rôles du CIRMIET à travers tout ça, c'est d'accompagner la structuration de cette filière sans opposer les modèles. On voit qu'il y a des modèles associatifs, des modèles avec des entreprises appartenant à l'ESS, des entreprises marchandes. Je pense qu'on a besoin de tous les acteurs pour structurer ce secteur. C'est Erwan Fanger qui le rappelait dans les propos introductifs. C'est un secteur qui décarbone aujourd'hui. Donc je pense que dans nos enjeux, que ce soit de décarbonation, mais aussi de création de valeur sur nos territoires, c'est important d'encourager ce secteur. Quelques chiffres du CIRMIET. Aujourd'hui, le CIRMIET, c'est entre 30 et 40 structures adhérentes, enfin entre 36 et 40 structures adhérentes. Alors, on génère 7500 emplois, on va dire, on a dit entre 5 et 8000 dans l'étude. Je rappelle, le CIRMIET, c'est pas seulement les produits informatiques et télécoms, on a aussi des reconditionneurs de box, etc., qui sont pas inclus dans l'étude. Voilà. C'est 40 millions de produits traités l'an dernier à peu près. On estime à 500 000 tonnes de CO2 évitées et surtout c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc sur des emplois non délocalisables, comme le rappelait Erwan Fanger, puisque le reconditionnement il doit se faire dans les territoires, c'est sur l'ensemble du territoire français. Donc nous on est convaincus qu'il y a un vrai potentiel stratégique autour du reconditionnement, mais que ce secteur a besoin d'être structuré. Donc c'est là que le CIRMIET prend tout son rôle, puisque nous, notre but, c'est de travailler avec l'ADEME, avec la DGE, avec les entreprises pour arriver à porter la bonne parole de ce secteur. Moi, ce que je retiens de l'étude, on a beaucoup parlé de collecte. Aujourd'hui, on a des enjeux de collecte préservante pour arriver à capter plus de gisements. Ça, c'est des choses sur lesquelles, je dirais, les collectivités peuvent agir, mais surtout l'État et les éco-organismes à travers la filière REP, il y a des enjeux de collecte préservante, de comment on arrive à capter ce gisement, parce que l'enjeu de demain, ça restera le gisement. Aujourd'hui, on voit que tout le monde a conscience de la valeur du gisement. Donc, comment faire pour que cette valeur, elle soit
régulée, tracée, et qu'on puisse la capter dans les différentes entreprises. Évitons aussi les boucles, évitons aussi de faire rouler des produits d'un bout à l'autre de l'hexagone. Hein. On a des enjeux aussi autour de ça. C'est pour ça que effectivement les boucles locales, la professionnalisation du secteur. Et moi, je reste convaincu qu'il y a quand même un enjeu de modèle économique parce qu'on voit aussi qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, les collectivités locales, l'État ne va pas pouvoir financer la filière ad vitam, et donc on a des enjeux de trouver des modèles économiques équilibrés qui servent aussi nos concitoyens qui soit ne sont pas équipés, soit ont du mal à s'équiper, soit n'ont pas les moyens. Et il n'y a pas que le fait de les équiper, il y a aussi le fait de former les gens qu'on équipe. Si je reprends ma casquette de recycleur, on a, nous, une initiative avec le département de l'Allier contre l'électronisme, où on vient non seulement équiper des bénéficiaires du RSA, mais aussi les accompagner dans l'usage de l'outil informatique, parce que souvent, on a des gens qui ont des problématiques à l'usage. Et au CIRMIET, on veut aussi traiter le sujet du manque de confiance qui ressort dans les faiblesses de l'étude, du manque de confiance des utilisateurs. Donc, bon nombre de labels se sont créés, des labels de qualité, de reconditionné, etc. Mais en fait, on n'a pas un vrai label du reconditionné porté par les pouvoirs publics qui pour moi et surtout pour le CIRMIET, devient vraiment important pour relancer notre marché. Un label exigeant qui ira chercher la traçabilité des produits, des tests et des réparations effectuées sur les produits, d'une garantie commerciale, des services après-vente fiables, voilà, et des respects des réglementations, qu'elles soient environnementales, sociales et techniques. Je pense que ça viendrait vraiment structurer notre filière. C'est quelque chose qu'on porte notamment auprès de la direction générale des entreprises. On sent qu'il y a une volonté, on sent aussi qu'il y a beaucoup de lobbying derrière pour pas forcément y aller, parce qu'on a encore sur le reconditionné beaucoup de mal à tracer tous les produits. Et donc voilà, faut pas opposer les modèles, mais il faut qu'on s'impose de l'exigence pour le consommateur et pour rassurer les consommateurs. Si on veut que la filière se restructure, on aura besoin de la confiance des consommateurs et donc de structurer cette filière. Donc tous ces enjeux-là, on les porte au CIRMIET. Je le redis, je pense que cette étude de la Banque des Territoires n'est peut-être que la première, il faudra la mettre à jour. Hein. J'invite déjà la Banque des Territoires à y penser. Mais au moins, elle nous donne une photo à l'instant T d'une filière naissante qu'il faut structurer et qu'il faut accompagner. Pour servir tout ce qu'on a dit, que ce soit déjà accompagner les consommateurs qui aujourd'hui prennent de plus en plus conscience qu'on n'est pas obligé d'acheter que des ordinateurs neufs pour les usages qu'on en a à titre personnel ou professionnel, d'aider tous nos concitoyens qui n'ont pas les moyens ou pas le savoir pour s'équiper. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on parle de fracture numérique depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle s'accélère fortement quand on voit les applications de banque, de l'État, les impôts, les mutuelles, etc. Aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas équipés, ça devient très compliqué. De pouvoir continuer à faire leur démarche. Donc, nous, on encourage le développement de cette filière, la structuration et la professionnalisation pour servir toutes ces causes. Et surtout, je le redis, il faut vraiment pas opposer les modèles, qu'ils soient associatifs, appartenant à l'ESS ou non ESS. On a besoin de tout le monde pour que cette filière elle serve l'économie française, la décarbonation, l'impact environnemental et aussi l'impact social en créant des emplois et de la valeur ajoutée sur nos territoires. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui et merci encore pour cette étude. Merci beaucoup Sébastien Reynaud. On prend bonne note de la mise à jour. On a essayé de construire le questionnaire de l'étude quantitative pour qu'on puisse le refaire dans quelques années et voir si on a progressé depuis.
Je voudrais donner la parole à Étienne Hirschauer, directeur général d'Ecoder, qui est aussi une entreprise de reconditionnement avec plusieurs ateliers en France et dont la Banque des Territoires est actionnaire depuis l'an dernier. Juliette, tu voulais dire un mot ? C'est bon, vous m'entendez bien, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc Juliette D'Angelo, moi je travaille à la Banque des Territoires, je suis responsable d'investissement. Et je voulais juste dire un petit mot avant que Étienne prenne la parole, pour vous dire que pour resituer un peu ce qu'on fait aussi à la Banque des Territoires, donc on est structurateur d'écosystèmes, hein, comme vous l'avez compris, on lance des études, on est en partenariat avec bon nombre de structures ici. On est aussi opérateur de nombreux programmes pour le compte de l'État, via France 2030. Et on est surtout investisseur, puisque comme son nom l'indique, Banque des Territoires, on est une banque, donc on investit. On investit directement dans des structures et il se trouve qu'on a investi récemment dans Ecoder, aux côtés de certains d'entre vous ici, donc Fitrust, Crédit Mutuel, BNP également. Donc je vais laisser Étienne présenter Ecoder, mais pour vous dire qu'on est très fiers d'accompagner Ecoder, c'est vrai, hein, depuis 1 an et demi déjà. Donc on est au conseil de surveillance d'Ecoder. On accompagne, ça veut dire qu'au-delà des fonds qu'on a pu apporter, on peut aussi financer des ingénieries. Donc on a financé récemment une étude d'impact d'Ecoder, donc je pense que Étienne va dire un petit mot. Et donc, on est aussi là pour, et comme ça a été dit plus récemment dans les interventions, on est aussi là pour montrer qu'il y a des modèles économiques viables dans cette filière et donc soutenir le développement de cette filière du reconditionnement informatique en France. Voilà, merci beaucoup. Merci Juliette, merci pour l'étude, merci pour nous accueillir, merci pour cette matinée ensemble. Donc je suis en effet Étienne Hirschauer, je suis le directeur général d'Ecoder. Je veux dire différentes choses par rapport à ce que j'ai entendu, puis je vais réagir et puis peut-être qu'il y aura des questions ensuite. Donc Ecoder, rapidement, on est 200, on est sur 5 sites en France, donc on a cherché à avoir un impact local. On reconditionne entre 80 000 et 120 000 ordinateurs par an, on fait que du poste de travail, donc on ne fait pas de smartphone. Voilà, et en effet, un peu comme d'autres, j'ai été surpris par les chiffres de l'étude, 2 700 000 machines qui ont été, enfin, postes de travail qui ont été reconditionnés par an. J'avais l'impression d'être un acteur substantiel. Je me rends compte qu'on est tout petit, et c'est bien, parce que ça nous donne des possibilités de pouvoir nous développer. Voilà, 250 000 machines qui sont redistribuées à des fins solidaires auprès de personnes qui n'ont pas les moyens de se les acheter dans les services et dans les cycles normaux. Ça m'a aussi complètement sidéré, mais super, enfin si c'est le cas, parfait. Voilà, donc, mais j'aimerais bien en effet que cette étude puisse durer et qu'il puisse y en avoir d'autres versions, puisque peut-être qu'il y a des ajustements qui peuvent s'opérer. Alors il faut comprendre une chose, peut-être lorsqu'on parle de marché de l'informatique, c'est que ce marché de l'informatique, il est stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du marché du reconditionné, mais notre principal client, c'est donc le marché du neuf. Et le marché du neuf, il est stable. On vend autant de machines informatiques aujourd'hui qu'on en vendait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Alors peut-être que le marché, au moment du Covid, il a été modifié, mais il est stable. Et donc c'est quand même étonnant de se dire que les machines qu'on a vendues il y a 4 ans, on n'arrive pas, ou il y a 5 ans, on n'arrive pas à en collecter 10% aujourd'hui. Si le marché il est stable, normalement, on devrait en collecter 100% ou au moins 50% ou au moins 20%. On a du mal à en collecter 10%. C'est étonnant ça quand même. Si ce marché est stable, on a vendu le même nombre d'ordinateurs il y a 5 ans qu'on en vend aujourd'hui et on n'arrive pas à en collecter 10%. Ça me paraît dingue, mais c'est comme ça. Et donc on a une réponse. La réponse c'est que on a une filière de collecte qui fonctionne principalement fléché vers le recyclage. Je n'ai pas d'autres questions, c'est que ça va être détruit, ou alors ça reste dans nos armoires. Mais enfin, le symbole de l'armoire, en fait, il va durer très peu de temps. C'est qu'on va se rendre compte que le matériel, il prend beaucoup de place, et donc il faut sans doute qu'on puisse s'en débarrasser, comme le reste. Et donc, c'est une histoire de R. Hein. Le recyclage, c'est les acteurs les plus importants, les acteurs les plus rentables, les acteurs les plus anciens. Et puis le reconditionnement, le réemploi, la réparation, etc. C'est des acteurs qui sont plus récents et dont la filière est naissante et commence à se développer. Mais on voit bien, dans le chiffre que je vous donne, étant donné la constance des chiffres en termes de vente de matériel informatique chaque année, que c'est le recyclage qui prend l'essentiel des volumes. Voilà, c'est le premier point. Et puis, il y avait un deuxième point qui est un point qui tourne depuis ce matin dans nos discussions, qui est, et je remercie Sébastien pour son intervention, c'est qu'il ne faut surtout pas opposer l'entreprise de l'ESS,
le monde associatif. Et Ecoder, en ça, a quelque chose de... Alors, forcément, je parle un peu de ma paroisse. Je suis désolé, vous m'en excusez. Je veux surtout pas faire de parti pris. Mais pour autant, lorsque je récupère la direction générale d'Ecoder il y a 8 ans, on est une association et sur le site principal, on fait 7 ordinateurs par jour. Inutile de vous dire qu'on vivote. Et avec la première discussion que j'ai avec mon expert comptable, il me dit « Monsieur, vous êtes en état de cessation de paiement, comment on fait pour arrêter ?» Donc on voit bien qu'on est sur un modèle économique qui est un modèle économique tendu. Bien. Alors moi qui suis un entrepreneur par ailleurs, et qui a entrepris par ailleurs dans d'autres domaines avant de reprendre la direction générale d'Ecoder, je me gratte la tête en me disant j'ai pas du tout envie de déposer le bilan, j'ai juste envie de pouvoir se développer, sachant que socialement, Ecoder, c'est 80% de personnes en situation de handicap et d'insertion, donc socialement c'est intéressant à poursuivre. Et puis écologiquement, j'ai bien compris, et on en a parlé depuis ce matin, que le reconditionnement informatique, c'est vertueux pour notre planète. Bien. Donc je me dis, non, il faut absolument continuer. Et donc, on passe d'un statut qui est complètement associatif et complètement dépendant des pouvoirs publics à un statut hybride. Et je ne veux pas jeter ce qu'on était initialement. Enfin, il ne faut pas mordre la main qui vous a nourri pendant 20 ans. Il faut continuer à la faire vivre. Et donc, on est pleinement une association. Et pour ça, comme je vous le disais, 80% de nos effectifs sont en situation de handicap et d'insertion. On a un ESAT, on a un chantier d'insertion, qui sont par essence des agréments associatifs. Mais on se doit de cultiver un modèle économique où on a bien conscience que les pouvoirs publics, ils nous aiment beaucoup parce que socialement on est responsable, ils nous aiment beaucoup parce qu'écologiquement on est responsable, mais qu'ils aiment aussi plein d'autres gens, qu'ils ont besoin d'aider et qu'on ne peut pas être partout. Donc il nous faut trouver des leviers économiques qui nous permettent de continuer à vivre. Et là où, il y a 8 ans, 70% de nos revenus venaient des pouvoirs publics, aujourd'hui, 20% de nos revenus viennent des pouvoirs publics. Et on est devenu, alors qu'on était, mais qu'on est toujours une association, on est aussi devenu une start-up. L'idée, c'est que on puisse générer nous-mêmes les revenus dont on a besoin pour pouvoir nous développer et que notre modèle économique puisse perdurer. Et que d'un état de cessation de paiement, on puisse devenir une entreprise vertueuse aussi au niveau économique. Alors ça nécessite effectivement plein de choses. Ça nécessite repenser juridiquement à quoi on ressemble. Si on veut faire rentrer dans notre capital la Banque des Territoires, on ne peut pas être une association. On ne peut pas être qu'une association. Il nous faut pouvoir réfléchir un peu en dehors de la boîte et se dire, OK, de quoi ils ont besoin à la Banque des Territoires pour intervenir chez nous? Donc ils ont besoin de rentrer en capital, et donc à un moment donné, il faut qu'on soit aussi une entreprise. Il n'y a pas de capital s'il n'y a pas d'entreprise. Et donc on a restructuré juridiquement, en laissant clairement la prégnance de la partie associative. La partie associative pilote l'essence d'Ecoder. Mais on a besoin de fonds. Donc il faut aussi qu'on soit une entreprise. Et donc on a fait, en structurant juridiquement, fait en sorte de pouvoir faire rentrer des acteurs qui nous accompagnent sur un temps long. Et donc faire rentrer la Banque des Territoires, faire rentrer Fitrust et puis d'autres, le Crédit Mutuel et la BNP. Voilà. Et donc il y a un enjeu, on voit bien, et on en a parlé, de rester ce qu'on a toujours été, une structure associative dont l'objet principal est d'entreprendre dans le domaine social et dans le domaine écologique. Et encore une fois, ce que je vous dis est sérieux. 80% de nos effectifs sont en situation de handicap et d'insertion. Et on a voulu être local, sachant que, par essence, vouloir être local, c'est développer des ateliers partout en France, n'a aucun sens économique. Ça n'a aucun sens économique parce que il est évident que c'est mieux d'avoir un énorme atelier de production qui gagne en productivité chaque jour que d'avoir 10 ateliers de production de petite taille partout en France. Donc on est capable de dégrader notre modèle économique pour un modèle écologique qui soit plus responsable. Donc c'est sérieux, 80%, et puis un rayonnement local. Mais pour autant, il nous faut trouver des financements, générer un chiffre d'affaires. Pour une association, c'est très très étonnant d'avoir 20 commerciaux.
sur 200 personnes, 10% de nos effectifs sont une population commerciale qui va voir quotidiennement et qui va vendre la bonne parole de ce qu'on est capable de proposer. Et ma question, et c'est une question que je vous pose et que je pose quotidiennement à mes équipes, est-ce que c'est possible dans un univers où tout ça fonctionne en milliards? C'est un univers qui devient aujourd'hui un univers international. On a des acteurs qui sont des acteurs roumains qui viennent intervenir en France, des acteurs thaïlandais, des Dubaïotes qui viennent intervenir en France et qui viennent vendre leur matériel. Donc, avec des nouveaux acteurs qui arrivent tous les jours, qui quelquefois payent la TVA, quelquefois ne payent pas la TVA. Voilà. Dans cet univers-là, est-ce que c'est possible d'entreprendre en ayant une vue sociale très précise et une vue écologique très précise et très engageante? C'est le pari qu'on fait. Bien. Donc on a aussi été, en voulant se professionnaliser, dire que cet enjeu écologique et cet enjeu social, il fallait qu'on le professionnalise, il fallait qu'on le crispe, il fallait qu'on, au-delà d'avoir une bonne parole, comme celle que j'ai aujourd'hui avec vous, il fallait qu'on soit capable d'en faire la preuve. Donc on a avec l'aide de la Banque des Territoires, et puis avec l'aide de 2 cabinets, l'un Improve et l'autre Altopie, eh bien on a travaillé sur ça veut dire quoi quand on s'appelle Écoder, avoir un engagement écologique. Comment est-ce qu'on peut l'assumer? Donc on a fait un bilan carbone avec l'aide de la Banque des Territoires qui nous l'a financé. Et puis ensuite, on a décliné ce bilan carbone par des plans d'action précis à partir desquels on est capable de dire pas à pas ce que acheter du matériel informatique chez Écoder a de vertueux écologiquement. Collecter du matériel informatique provenant d'Écoder a un impact sur notre écologie. Donc on est capable maintenant, et on sera capable encore plus demain, de faire preuve de tous ces sujets-là auprès de nos clients, auprès de nos partenaires. D'accord ? Et on travaille maintenant avec un certain nombre d'acteurs de très grande taille qui, sur le principe, n'auraient peut-être pas acheté du matériel informatique reconditionné, qui auraient sans doute plus naturellement acheté du matériel neuf, parce que c'est un prolongement de nous-mêmes, donc on a plus envie d'être du neuf que du reconditionnement quand on prolonge ce qu'on est nous. D'accord ? Mais pour autant, voilà. Et donc, évidemment, on met à la disposition de chacun de nos clients, de chacun de nos partenaires, qu'on collecte chez eux ou qu'on vende du matériel informatique chez eux, les attestations d'impact social et les attestations d'impact environnemental dans lesquelles on décline l'ensemble de la vertu de ce qu'ils font sur les sujets qui nous occupent et nous préoccupent en tant qu'association. Voilà. Et c'est absolument déterminant parce que autant il faut être professionnel dans notre capacité à reconditionner dans de bonnes conditions et de remettre sous garantie du matériel informatique, autant il faut avoir le même type de professionnalisme pour faire preuve de notre impact écologique et de notre impact social. Voilà pour la première étude. Deuxième étude, et j'en ai bientôt fini pour ceux qui commencent à en avoir assez. Deuxième étude, on a souhaité également comprendre quel était notre impact social et en faire la preuve. De la même manière, on travaille dans un environnement qui est un environnement concurrentiel. On doit dire et se faire entendre sur, et en fait, c'est quoi notre impact social, à la fois vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de l'intérieur. Donc on a déployé tout un projet social, et pour ça, on s'est fait également auditer, et on est très souvent audité sur ces sujets-là, sur qu'est-ce qu'on propose de parcours pour les populations avec lesquelles on travaille, qui sont aussi différentes qu'une personne en situation de schizophrénie, une personne qui sort de prison, une personne qui est réfugiée, une personne qui est handicapée mentale. Donc en fait avec des profils qui sont très différents, qui sont tous fragiles, comme on l'est un peu tous malgré tout, même ceux qui n'ont ni de pathologie précise, ni de problème avec l'emploi, mais on est tous fragiles, mais eux le sont un peu plus que d'autres. Voilà. Et comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on rend, puisqu'on a eu 1 000 ou 2 000 clients, comment est-ce qu'on les rend sexy à l'emploi? Voilà. Et donc là, il y a toute une démarche, une personne en situation de schizophrénie,
Quelquefois, elle a 4 enfants, elle veut devenir pape. Bon, c'est la mode du pape en ce moment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup de travailler ensemble sur... en interne, peut-être que c'est pas une bonne solution pour toi de devenir pape. Si tu as 4 enfants et que tu es marié, c'est compliqué. Et donc voilà, il y a un premier sujet. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est... Ok, il faut que tu mettes en avant autant que tes capacités, tu sois capable aussi de mettre en avant ton handicap, sans le cacher, en l'assumant. Et comment est-ce qu'on accompagne ça dans ton futur professionnel? Et puis, évidemment, quel métier tu as pris en main, de quoi tu es capable, et comment est-ce qu'on peut te former pour faire en sorte que ce vers quoi tu veux te destiner, on puisse t'accompagner vers ça. Donc on a déployé la chose en 3 parties, et pour ça on a été contrôlé également, enfin on a été audité également, ce qu'on appelle nous PPE, projet personnel et CODER. Comment est-ce qu'on t'accompagne à appréhender un métier? Projet personnel professionnel. Tu veux peut-être faire autre chose que simplement du reconditionnement informatique, et comment on t'accompagne dans cette direction-là? Personne ne nous appartient. Donc, c'est une bonne nouvelle lorsque les personnes qui ont un potentiel partent pour faire autre chose ailleurs, ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et enfin, projet personnel social. Si on ne traite pas un certain nombre d'éléments dont tu pâtis, familial, lié à ton habitation, lié, etc., lié à ta posture par rapport au travail, de toute façon, tu auras du mal à trouver du travail à l'extérieur. Donc, projet personnel et CODER, projet personnel professionnel et projet personnel social, voilà, qui sont les 3 déclinaisons de notre projet social. Voilà, je ne veux pas être plus long et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je crois qu'on ouvre aux questions maintenant. Merci beaucoup Étienne Hirschauer, c'était important aussi d'y passer du temps. Merci d'avoir rappelé vos convictions, mais aussi vos contraintes. L'objectif pour les collectivités, c'est aussi de mieux vous connaître, donc c'est important d'avoir ces témoignages aujourd'hui. On va passer effectivement un temps d'échange avec les personnes présentes dans la salle et qui sont connectées à distance. Juste avant, je voudrais donner la parole à Charlotte Martinez de la Croix-Rouge française. On a entendu Emmaüs Connect tout à l'heure, mais c'est important aussi d'avoir le retour des acteurs associatifs qui jouent aussi un rôle dans ces coordinations de boucles locales, dans la mise en place et aussi dans la prescription de public. Donc je te laisse présenter aussi ce que vous faites et les partenariats que vous réussissez à nouer sur ce sujet. Si tu veux te lever et venir ici, tu peux. Non, écoutez, si tout le monde me voit, ça vous va. Peut-être pour ceux qui sont à distance, ça peut être. Ok. Comme tu veux. Je viens. Hop. Tu veux que je le mette? Peu importe. Bonjour, donc je suis Charlotte Martinez, je suis responsable du pôle territoire numérique à la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française, c'est 1700 implantations, on a 600 établissements médicaux, sociaux et sanitaires et 1100 implantations. On fait de l'accompagnement social, de l'accès aux droits, du français de langues étrangères, de la distribution alimentaire. Et en fait, après le Covid, on s'est saisi du sujet de l'accompagnement numérique de nos publics parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas accompagner globalement les publics sans les accompagner sur la question du numérique. Et donc, on propose des activités de médiation numérique qui sont portées par des conseillers numériques formés et par des bénévoles. Mais on a aussi commencé à se poser la question de la facilitation de l'accès à la connexion et au matériel, notamment en pouvant donner du matériel reconditionné. Alors comment ça se passe pour nous? C'est généralement, donc nous, vous avez compris, on est vraiment plutôt du côté des personnes qui accompagnent et qui récupéreront du matériel reconditionné. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'un peu aveuglément, on a commencé à accepter des dons de partenaires sans avoir vraiment chez nous une chaîne logistique qui a été organisée. Donc on avait notamment accepté un gros don de Google d'ordinateurs qui avaient été des modèles exposés un peu partout en Europe pour pouvoir équiper nos conseillers numériques quand ils sont arrivés en 2021 et les personnes qu'on accompagnait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que si les dons n'étaient pas de bonne qualité, on avait des claviers différents, on avait des prises européennes qui étaient différentes. On s'est rendu compte que les Chromebooks, c'était pas forcément toujours ce qui était le plus utile pour les personnes qui sont
éloigné du numérique, c'est ce que Sacha disait tout à l'heure, si le matériel est parfois un peu usagé ou on ne peut pas actualiser les licences. Et donc, comme mon équipe a grossi notre dispositif aussi, on a commencé un petit peu à se dire comment on pouvait structurer ce sujet-là. Donc, on a mis un questionnaire en place de notre côté pour pouvoir accepter ou non les dons des partenaires. Ce qui est important, c'est que nous, on n'est pas un acteur du reconditionnement et on a besoin de récupérer du matériel qu'on peut tout de suite utiliser avec nos personnes accompagnées pour qu'elles puissent être équipées et qu'on puisse faire les accompagnements numériques sur ce matériel-là. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit du matériel qui soit pas du déchet informatique, qui soit déjà reconditionné par un partenaire, donc avec des données qui soient effacées, qui puissent continuer de vivre un petit peu, qu'il y ait un OS qui soit installé, parce que parfois on nous dit, bon, on a tout effacé, il n'y a pas d'OS, mais nous, on n'a pas la capacité technique d'avoir des gens qui réinstallent des OS derrière. On a besoin que les ordinateurs ou les smartphones, on puisse tout de suite les prendre en main. Et puis nous, on a aussi en interne besoin de s'organiser en termes logistiques. Si on nous donne 500 ordinateurs à Paris, il faut qu'on puisse les stocker, il faut qu'on puisse les livrer. C'est pas la même chose que si on nous en donne 10 dans plusieurs régions, mais il faut qu'on fasse correspondre où est-ce qu'on est présent. Donc voilà, c'est très important pour nous de pouvoir récupérer du matériel. En 2024, on a donné 500 ordinateurs, soit des partenariats nationaux qu'on décline au niveau des territoires, comme avec La Poste, qui est un partenaire stratégique, soit des partenaires très locaux, par exemple la CPM des Ardennes ou la Fondation Caisse d'épargne de Toulouse, qui nous a donné des ordinateurs parce qu'on accompagnait des personnes qui avaient dans leur entourage. Et c'est important qu'on récupère du matériel de bonne qualité parce que nous, derrière, on n'a pas toujours la capacité de pouvoir le reconditionner. Et par ailleurs, on a des échanges en interne on a une boucle interne gérée par nos collègues de la DSI où on récupérait le matériel de nos établissements pour les donner aux personnes accompagnées et on réfléchit comment est-ce qu'on peut continuer de capitaliser sur cette boucle interne à la Croix-Rouge. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on passe au temps de conclusion ou des réactions d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Alors, il y a des questions à distance. Je suis contente que le micro fonctionne à nouveau. Une question notamment pour Ecoder. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire ruisseler une partie du flux capté par Ecoder vers les associations locales qui reconditionnent à titre solidaire ? Tout est possible. Il faut le voir au fil de l'eau. On travaille déjà avec Emmaüs Connect, donc qui est pour nous un acteur avec lequel on fait ruisseler, si c'est faire ruisseler le bon terme. On a comme d'autres des problèmes de collecte. Donc on va chercher, on essaye d'inventer, on crée des filières pour faire en sorte de pouvoir collecter au maximum. Mais avec plaisir, je ne sais pas quel est le département, où est-ce que c'est. Il s'agit du territoire de Nantes. Le territoire de Nantes. Alors donc en plus on est présent à Nantes. Donc je sais qu'on collecte pas mal à Nantes et donc ça vaut le coup de rentrer en contact avec Ecoder et avec le responsable qui s'appelle Louis Reynaud pour faire en sorte d'envisager la possibilité que ça puisse se faire. Oui, bonjour, Adrien Pouillot de la BNUM et on travaille sur un sujet similaire quasiment. Celui-ci marche. On appuie plus sur les boutons. J'appuie juste une fois, non ? Ah ok. Et du coup, ma question, c'est sur le suivi en fait justement des bénéficiaires finaux, car justement en fait. Nous, la problématique, c'est qu'à la fois des structures qui vont avoir touché des bénéficiaires finaux et à la fois des bénéficiaires finaux. Et une des conclusions de l'étude, c'est sur la mesure d'impact. Et justement, au niveau de la Croix-Rouge, je me demande comment vous effectuez si vous effectuez un suivi justement en plus du matériel auprès des bénéficiaires finaux. C'est une très bonne question. C'est un peu une question piège. Un des premiers dons qu'on a eu en 2020, on a eu énormément de smartphones. Et c'était aussi au moment de la crise en Ukraine, où on a aussi distribué des téléphones en gare quand les Ukrainiens sont arrivés, et avec des grandes difficultés pour pouvoir faire le suivi, puisque en fait c'était des portables qui se donnaient dans des accompagnements qui n'étaient pas forcément dans la durée, parce que les personnes repartaient vers d'autres centres après. Donc on a essayé de mettre en place, nous, des fichiers de suivi à minima pour savoir où est-ce que ça allait,
qui allait récupérer le matériel. Mais c'est pas forcément toujours évident. C'est le sujet du reporting quand c'est soit des conseils numériques, soit des bénévoles qui font pas de l'inclusion numérique, qui sont nos bénévoles médecins, nos bénévoles qui font de l'accès au droit, de leur faire remplir ce reporting. Donc c'est un sujet sur lequel on cherche à s'améliorer. Et sur notre mesure d'impact, nous, on en a déjà réalisé 2. Une sur la partie inclusion numérique globale des publics qu'on a réalisé en 2023. Là, on vient d'en réaliser une 2e, mais sur nos publics, sur nos bénévoles et sur nos salariés qui est en train de sortir. Et on n'a pas encore fait sur cette partie d'équipement, parce que vous le voyez, aujourd'hui, c'est encore un peu marginal. Mais si on est prêt à participer à une mesure d'impact, si d'autres acteurs veulent en faire sur qu'est-ce que ça fait de pouvoir avoir accès à de l'équipement. Mais on sait que pour les gens, c'est vraiment hyper important. Et aujourd'hui, on les donne que aux personnes qu'on accompagne dans la durée pour leur permettre d'avoir un meilleur équipement que ceux qu'ils ont. Bonjour encore, Ordi 3. Pour compléter, en fait, par rapport à ça, ce qui est intéressant par rapport au travail avec les structures et les entreprises d'insertion, c'est qu'il y a le service après-vente en général. C'est-à-dire que lorsque l'usager est venu, il est capable de revenir. Il peut remplacer son ordinateur. Donc ça aussi, c'est tout un travail qu'on a, qui est différent lorsqu'on est sur les places de marché où on achète quelque chose d'occasion et après on n'a rien. Et là, justement, en plus, on a un réemploi même de la machine et on est capable d'isoler pour enlever quelques éléments au recyclage et réutiliser d'autres éléments de la machine pour d'autres usagers. J'en profite juste sur la mesure d'impact. On a un événement jeudi matin encore ici au Hub des Territoires sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas aussi à venir en débattre avec nous. Julie, est-ce qu'on a d'autres questions à distance ou dans la salle ? Alors, à distance, on a une nouvelle question. Si les repères cafés ou assimilés sont marginaux face aux chiffres de la filière, comment peut-on garantir aux acteurs associatifs, tiers-lieux et Fab Lab que ces activités de reconditionnement n'exercent pas une concurrence déloyale ? Donc en fait, faut se rassurer. Ordi 3, en fait, je repars d'Ordi 2, Ordi 3, c'était au départ, l'objectif de cette construction, de cette filière, c'est monter avec la médiation numérique. Donc on était avec les créations des Fab Labs, des Repair Acteurs, des Repair Cafés. Donc faut pas hésiter en fait d'aller voir des acteurs derrière de terrain qui savent, qui travaillent déjà. Souvent justement, ça permet de déployer avec ces outils de fabrication de machines automatisées, d'imprimantes 3D qu'on trouve justement dans les Fab Labs, qui sont souvent des partenaires pour venir récupérer des petites pièces plastiques complémentaires. Donc souvent c'est des partenaires en fait, donc au contraire. Et ils sont aussi un moyen, souvent, et n'hésitez pas, justement de gisement, récupération de gisement par rapport aux entreprises. Et puis c'est ce qu'on a dit aussi un peu tout au long de cette matinée, c'est si on arrive à augmenter, à faciliter l'accès au gisement et à augmenter la part du gâteau, normalement il y a de la place pour tout le monde, pour tous les acteurs. Une dernière question et puis après on passera... Je ne me suis pas présenté tout à l'heure en fait. Donc Alexandre, je suis le secrétaire adjoint de Aircube, Fédération du Réemploi. Et à titre perso, j'ai aussi cofondé plusieurs entreprises dans le domaine du reconditionnement, dont un centre de formation. On parlait beaucoup de la technicité, donc The Repair Academy à Toulouse, et une structure de reconditionnement qui s'appelle Synsis, qui est privée. Par rapport on parlait label tout à l'heure, il y a des initiatives privées qui existent, dont le label REC qui est porté par Aircube. Il y avait aussi un projet de label unifié. Donc c'est des travaux qui peuvent reprendre quand vous voulez. Et ensuite, on parlait, j'entendais pour justement la Croix-Rouge, on veut des produits en bon état, qui fonctionnent, qui sont à jour, etc. Et nous, on veut bien participer, mais ça a tout de même un coût, ces produits-là. Et il faut voir aussi entre, à nouveau, le secteur marchand et le secteur de l'insertion, de la solidarité. Aujourd'hui, reconditionner un produit en France avec de la main-d'œuvre française sans subvention, ça a un coût. Et aujourd'hui, c'est pour ça, vous avez vu la différence entre les 9% et je crois que c'était 62% sur les associations. C'est normal que le secteur privé ne peut pas donner autant de produits, tout simplement parce qu'il y a un modèle économique à tenir. Et ensuite, je vais rebondir sur quelque chose que disait Étienne. Sur la partie, effectivement, on est sur un marché français. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec des entreprises qui parfois nous disent c'est plus intéressant pour eux de vendre leurs produits à Dubaï, à Hong Kong, que de nous le revendre à nous, alors qu'on est en local. Et qu'on est prêt à les payer, les produits. Et d'ailleurs, on parlait de fragilité de modèle économique.
on paye relativement cher les produits qu'on veut reconditionner en toute transparence. Et donc, on avait une réunion justement la semaine dernière sur ça, une coalition contre la concurrence déloyale. On a parlé très rapidement, Étienne l'a soulevé, fraude à la TVA, acteurs bien roumains, polonais, estoniens qui viennent vendre en France, parfois acteurs de Hong Kong, de Dubaï, qui viennent monter des sociétés écrans. Et les volumes sont relativement faramineux. Voilà, il ne faut pas oublier que certes, il y a beaucoup de choses à faire en France, mais ce serait peut-être intéressant aussi d'ajouter dans la feuille de route que les initiatives françaises qui font des boucles locales, comme vous dites, alors nous on est entreprise privée, on récupère auprès d'entreprises françaises, collectivités françaises, et on revend sur des collectivités françaises et des entreprises françaises, et on a à peu près 10% de notre chiffre qui part sur de la marketplace européenne, ce qui est finalement pas énorme par rapport au marché français. Et malgré ça, je pense que quasiment tous les acteurs, voilà, qu'ils soient au Sirmiet ou même chez Emmaüs Connect ou autres, vont être impactés par, voilà, moi j'appelle ça un petit peu du dumping social, quand il y a des gens qui proposent voilà, des iPhone 13 reconditionnés garantis à 200 €, alors que le prix de l'écran est quasiment le même prix du produit. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça qu'on pourrait ajouter à l'étude et dire que finalement on fait des belles choses en France, mais on ne les protège pas forcément? Voilà, c'était un peu ma remarque. Merci. Avant de passer la parole à François Blouvac pour la conclusion, je voulais juste remercier tous ceux qui ont contribué à l'étude, soit en relayant nos enquêtes auprès des reconditionneurs, les coordinateurs de conseil numérique, les hubs, tous les réseaux associatifs, tous les reconditionneurs qui ont bien voulu répondre au questionnaire, et puis les collectivités qui ont joué le jeu de partager leur modèle de boucle locale avec, vraiment en donnant leurs chiffres en toute transparence. Et je laisse la parole à François Blouvac, responsable inclusion numérique, ESS, éducation et formation professionnelle à la Banque des Territoires, pour le mot de la fin. Merci Sacha, merci à tous. Écoutez, je trouve que les échanges qu'on a eus ce matin et l'ensemble des témoignages sont assez réconfortants pour nous par rapport aux principes qu'on avait posés lorsqu'on a lancé cette étude. Le but était de voir s'il existait des chemins possibles pour répondre à cette triple ambition, une finalité ultime, doter des personnes qui n'en ont pas les moyens d'outils informatiques pour poser les premières bases de leur inclusion numérique, poser la question de la réduction de l'impact de cette filière qui prend une place folle dans nos vies, qui est le numérique et dont l'impact environnemental est très fort. Et troisièmement, comment utiliser ces deux leviers pour faire la démonstration qu'un modèle économique, qu'une dynamique territoriale est possible. Et donc c'est vraiment ces trois sujets qu'il faut aborder. Et on voit dans les exemples qui ont été donnés ce matin qu'il y a de belles réussites. Et pour rebondir sur la dernière intervention, c'est comment finalement on arrive à capitaliser sur la somme des expériences positives qui ont été évoquées pour essayer de peser sur l'organisation des modèles. Donc très immodestement, la Banque des Territoires essaie d'être un acteur qui accompagne cette dynamique, c'est-à-dire qui permet l'émergence de solutions ponctuelles. On investit dans Ecoder, on a un partenariat avec Emmaüs Connect, on accompagne une boîte comme WeFound dans notre accélérateur pour passer à une influence posée sur les modèles économiques, sur les décisions de politique publique. Et finalement, être dans l'épure de ce qui pourrait être le mantra de l'ESS, et utilité sociale et pertinence économique. Et nous, on croit beaucoup à ça. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à créer ce modèle? Donc, l'étude-là, elle a comme vertu principale de poser finalement des données qui n'existaient pas ou de façon éparse. J'ai bien noté l'étonnement d'Étienne sur les chiffres qui étaient proposés, mais justement, c'était ça. C'est se confronter à la réalité des données qui n'avaient pas été agrégées jusqu'alors, avec les limites méthodologiques qu'on a posées, mais finalement, ce n'est pas très important. Nos chiffres n'ont pas vocation à être d'une précision absolue, mais de donner des ordres de grandeur et de montrer les chemins qui sont possibles. Et donc, on est vraiment très, très heureux de voir qu'on peut aujourd'hui donner cette brique de connaissances pour que ça éclaire les décisions qui vont être prises, et de rappeler que nous sommes présents pour continuer à accompagner ce dispositif. C'est l'essence de la Banque des Territoires, de
d'accompagner des porteurs de projets. C'est pas nous qui les initions, ce sont les acteurs privés, les acteurs associatifs, les acteurs publics locaux qui créent ces dynamiques-là. Et nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est des moyens de financement. C'était évoqué tout à l'heure. On est à la fois un opérateur de politique publique nationale, on est le financeur de partenariats, d'études, de financement des têtes de réseau du secteur et de l'écosystème. Et puis, on est aussi un investisseur pour permettre à des projets, à des services de se déployer et de se développer. Donc, on continue à être très présent sur ces sujets. Et je voudrais juste terminer en rajoutant que j'évoquais la finalité ultime qui est celle d'apporter des réponses en termes d'inclusion numérique. Et je voudrais souligner qu'il est important de bien mettre à sa place cette dimension du reconditionnement du matériel informatique dans un ensemble un peu plus vaste qui est celui de l'accompagnement des publics éloignés du numérique. Ce tiers des Français, c'est quasi 16 millions de Français qui, à un moment donné de leur vie professionnelle, de leur vie sociale, de leur vie citoyenne, se trouvent empêchés d'accéder à des services, aux droits, finalement à ce qu'est notre vie commune aujourd'hui dans cette société numérique qui prend tant de place dans nos vies à tous, et bien de pouvoir être inclus dans ce jeu-là. Et donc pour leur permettre de réussir ce pari, il faut bien sûr qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait du matériel, il faut qu'il y ait des accès à Internet qui se fassent à des tarifications sociales réellement accessibles, et il faut aussi qu'on puisse faire de la médiation en direction de ces personnes, et donc qu'il y ait de l'accompagnement, que personne ne soit laissé seul face à la fracture numérique, qu'il y ait à tout moment des solutions, non pas qui permettent de dire on va revenir en arrière, non pas qu'on dise qu'aux personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à leurs droits, qu'on va supprimer ou qu'on va garder le formulaire papier XB12 pour s'inscrire à je ne sais quelle formalité administrative, mais de l'accompagner dans l'accès, y compris lorsque les services ont été numérisés, parce qu'il y a des vertus à ce que le numérique facilite la vie administrative et aide à mieux répondre aux besoins sociaux de nos concitoyens. Donc, vraiment mêler ces deux aspects, on y est très attaché. On est, et Sacha le sait bien, qui porte cette activité au travers du dispositif conseiller numérique, entre autres. C'est très important de continuer à mêler les deux, offrir du matériel à tous ceux qui ne peuvent pas s'en payer le prix, mais aussi de les accompagner à maîtriser cet enjeu qui est celui du numérique. La Banque des territoires sert à ça, utilisez-la, sollicitez-nous, prenez en main cette étude et, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Sébastien Reynaud, aidez-nous à l'actualiser. Elle est forcément déjà un peu dépassée après qu'on l'ait présentée ce matin, forcément. D'abord parce qu'on est bien conscient que le recensement de la cartographie est incomplète, même si c'est une base utile. Donc, interpellez-nous, utilisez-la, et puis sachez aussi revenir vers nous avec vos projets pour qu'on puisse continuer à développer cette filière et à permettre à ce que la fracture numérique soit un peu moins forte dans notre pays. Merci beaucoup.